Bonjour et bienvenue au Centre francophone de l'Université de Novi Sad. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir parmi nous son Excellence, l'ambassadeur de Suisse à Belgrade, Monsieur Philippe Gueux. Monsieur Philippe Gueux, vous avez eu un petit CV. Vous avez vu quel type d'études il a fait, ses postes précédents et tout cela. Donc je ne vais pas parler de ça. Il va nous parler aujourd'hui de son pays, la Suisse. Le pays mythique de richesse, des banques, des horloges, du chocolat, des joailleries, de tout ça. Et Philippe a intitulé sa conférence « Les caractéristiques des institutions politiques et économiques des institutions suisses ». C'est ça? C'est ça, absolument. Voilà. Et je ne vais pas parler plus longtemps, je vais donner la parole à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci pour votre attention. Monsieur le professeur Sekerouche, Madame la doyenne Sekerouche, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici à Novi Sad, la ville natale d'Alexander Tishma. J'ai lu 3 romans d'auteurs serbes et 2 étaient de Alexander Tishma. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir, si ce n'est déjà pour cette raison, d'être à Novi Sad. Effectivement, donc je me propose sur l'invitation du professeur Sekerouche, je me suis dit il y a un sujet qui peut être intéressant, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux la Suisse. D'ailleurs, je suis payé pour ça, pour faire comprendre la Suisse à l'étranger, en Serbie en particulier, et parce que souvent on me dit oui, mais la Suisse c'est tellement particulier, alors j'ai essayé d'un petit peu de me dire mais qu'est-ce qui est les éléments qui font qu'il y a des particularités, surtout au niveau politique et certains au niveau économique. J'ai intitulé Ma conférence va plutôt se porter sur les questions politiques, sur les institutions politiques, parce que vous êtes de la faculté de philosophie, donc je pense que ça vous intéresse plus que de connaître du produit intérieur brut, des taux d'intérêt, etc. Donc je vais plutôt focaliser sur les questions politiques. Je devrais peut-être pas parler trop vite pour la traduction. D'accord. Bien, donc, à grands traits, les quelques institutions clés de la Suisse, c'est 1, le fédéralisme, 2, la démocratie directe, et 3, la pratique de la concordance politique. Donc, je vais vraiment faire organiser mon discours sur ces 3 parties. Donc je répète, fédéralisme, démocratie directe et pratique de la concordance. J'ai un de mes collègues il y a quelques années qui était nommé ambassadeur en Suisse et il me dit qu'est-ce que je dois savoir de la Suisse pour comprendre la Suisse. J'ai dit il y a 3 choses clés à comprendre, 3 pistes. D'abord, pourquoi il n'y a pas de Premier ministre? On a un président, mais c'est un président qui a des pouvoirs strictement protocolaires. Donc on n'a pas quelqu'un qui décide, qui a un pouvoir d'arbitrage. Ça, c'est important de comprendre. Deuxième chose, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de parti d'opposition en Suisse. Ça, il faut bien comprendre pourquoi. Il n'y a pas d'alternance démocratique. Une fois c'est la gauche, une fois c'est la droite. Nous avons une grande coalition gouvernementale depuis 60 ans qui est en poste. Et ça fonctionne. Donc ça c'est important de bien comprendre. Et puis pourquoi la Suisse est en pleine crise économique alors que le monde est en crise économique et que les déficits budgétaires
je me réfère à la crise économique de 2008. Pratiquement dans le monde entier, suite à la crise économique, les déficits publics budgétaires se creusaient pratiquement dans tous les pays, sauf en Suisse, ou en des rares pays où il y avait des excédents budgétaires. Donc ça, c'est aussi des choses à comprendre au début, si on veut comprendre la Suisse. Bien. Donc mon exposé va tenter de répondre à ces trois questions. Il va durer une trentaine, peut-être 40 minutes, et puis après je vais vous ouvrir le débat pour des questions. Mais avant, j'aimerais peut-être brosser le portrait socio-économique de la Suisse avant de répondre à ces questions au travers démocratie et fédéralisme. Donc la Suisse compte 8 millions d'habitants, il y a 25% d'étrangers, donc c'est le taux le plus élevé en Europe après le Luxembourg. Nous avons 3 langues officielles et 4 langues nationales. Les langues officielles, c'est l'allemand, le français, l'italien. 65% de la population parle allemand, donc c'est la langue maternelle est l'allemand. 22% le français, 8% l'italien. Nous avons une 4e langue qui n'est pas officielle mais qui est nationale, qui est le rhéto-romanche. C'est une langue issue du latin, il paraît la plus proche du latin, certains disent, qui est parlée par entre 30 et 40 000 Suisses, donc ça représente 0,5% de la population. Vous parlez le rhéto-romanche ? Non, malheureusement pas. Donc, contrairement à un cliché tenace, le secteur bancaire, on a parlé dans l'introduction des banques suisses, le secteur bancaire est de loin pas la principale activité économique, puisqu'il génère que le secteur bancaire, 7 à 8% du produit intérieur brut. On a d'autres secteurs économiques qui sont beaucoup plus importants, comme les médicaments, la pharmacie, les produits chimiques, les machines. On est très fort dans les machines, bien sûr l'horlogerie et les instruments de précision. Mais bien sûr, c'est grâce à quand même notre place financière qui est importante, que la Suisse est la 7e monnaie convertible dans le monde. Donc c'est sûr que là il y a un lien très fort entre la monnaie et la place financière. Après après le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling, je crois le dollar canadien vient ensuite le franc suisse. Contrairement à un autre cliché, la Suisse n'est pas un petit pays. Mes collègues diplomates disent « Ah, mais la Suisse est un petit pays, nous sommes un petit pays. » Non, on n'est pas un petit pays. C'est pas vrai. Prenons le cas de l'Union européenne. Il y a 13 pays plus petits que nous en termes de population, seulement de population. Alors, je ne vais pas vous faire la liste, mais sur 28 pays, ça fait quand même, on n'est pas un petit pays, même en termes de population. Et puis, en termes de produit intérieur brut, on est en 7e position. Si on était dans l'Union européenne, vous avez bien sûr les 5 grands pays, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne. Puis après, vous avez les Pays-Bas, avec 15 millions d'habitants, ou même 17, je crois, je ne sais plus maintenant. Et puis après viendrait la Suisse. Donc la Suisse n'est pas un petit pays, c'est un peu un cliché. Oui, on est peut-être petit par la taille, par la surface. Maintenant, si on aplatit tous les montagnes, Bien. Par contre, on est en état light, c'est-à-dire en raison de notre gouvernement, souvent on dit que la Suisse est un état light. D'abord, on a, c'est vrai, que 7 ministres. Donc il y en a 7, il n'y en a pas, je sais pas, en France ils sont 30 ou 35, enfin ça dépend des gouvernements.
Donc, on n'a que 7 ministres et la fonction publique fédérale, donc l'État fédéral, représente que 30 000 fonctionnaires. Donc, c'est 1,5% de la population active, ce qui est très peu à comparaison internationale, mais on reviendra là-dessus. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire les caractéristiques des institutions politiques qui distinguent la Suisse de la plupart des autres pays, en tout cas en Europe, c'est-à-dire le fédéralisme, la démocratie directe et la pratique de la concordance. Donc je vais mettre le premier, il y en a 3, donc je ne vais pas vous saouler de slides. Je sais pas comment on dit slides en français. Oui, enfin voilà, vous avez compris. Bien, alors, tout a commencé en 1291. En Suisse, on dit 1291, mais en France, 91. Lorsque 3 cantons forestiers, Urischwitz et Unterwald, s'unissent pour se défendre contre les grandes puissances européennes qui convoitent la Suisse à cause de ces passages stratégiques des Alpes. Donc ces 3 cantons craignent en particulier l'invasion de Rodolphe de Habsbourg, qui est le nouveau empereur germanique de l'époque, et qui menaçait d'abolir les droits et les libertés que ces 3 cantons forestiers jouissaient. C'est ainsi qu'est né le premier ensemble politique en Europe où vous avez des communautés volontairement se mettent ensemble. Et c'est pas un roi ou un conquérant, un envahisseur qui a forcé les gens à s'unir. D'ailleurs, à ma connaissance, la Suisse est le seul pays qui n'a jamais eu de roi ou de prince ou disons une royauté. Bien, au fil des siècles, le nombre des cantons va augmenter avec toujours ce même souci de défense commune face aux grandes puissances, la France, l'Allemagne. Enfin, l'Allemagne, c'était surtout l'Autriche qui était très menaçante pour la Suisse. L'Allemagne, c'est venu bien après. Et puis l'Italie. Et en fait, jusqu'en 1848, la Suisse était une confédération d'États, c'est-à-dire les cantons étaient des États souverains et aucune décision pouvait être prise s'il y avait un canton qui était contre. Donc il fallait l'unanimité, et ça pendant des siècles. Donc ça c'est important pour bien comprendre le système actuel. En 1848, le pays se dote d'une constitution et c'est donc le début de la Suisse moderne où vous avez un véritable État fédéral qui se forme. Mais aujourd'hui, on a toujours gardé l'appellation de confédération suisse. C'est le nom de la Suisse, mais on n'est plus une confédération. En termes de sciences politiques, on est vraiment un État fédéral. Voilà. On observe donc depuis la création de l'État fédéral en 1848 un lent mais régulier transfert de souveraineté, c'est-à-dire de transfert de compétences des cantons vers l'État fédéral. Donc, contrairement à beaucoup d'autres pays, c'est du bottom-up, donc on va du bas vers le haut et non pas du top-down, comme dans beaucoup d'États où on fait de la décentralisation. Voilà. Cette répartition des compétences entre confédération et canton obéit au principe de subsidiarité. Qu'est-ce que c'est la subsidiarité? C'est que ça signifie qu'une instance étatique d'un niveau donné ne doit pas intervenir dans des décisions politiques lorsque les autorités situées en dessous de lui agissent de façon efficace. C'est seulement, pour prendre un exemple, quand on décide que d'avoir une politique étrangère commune à l'ensemble de l'État et non pas une politique étrangère de chacun des cantons,
qu'on a ce transfert de compétences des cantons vers l'État fédéral. Et c'est toujours une bataille, encore actuellement, il y a toujours un power play entre les cantons qui veulent garder leurs prérogatives et c'est cette volonté de régler les problèmes au niveau de l'État fédéral. Donc, le fédéralisme suisse, et là vous le voyez sur les... Ah, j'ai oublié mon... Ah non, je l'ai là. Vous le voyez sur les... Ah mais non, c'est pas encore... non. Moi, mais je me suis trompé. Alors c'est pas ça. Désolé. C'est celle-ci. Je vais commencer par celle-ci. Voilà, désolé. Donc là, le principe de subsidiarité qui explique la répartition des compétences, dont je vous ai dit. Et puis donc là, vous avez donc un État, 26 cantons, 2300 communes. Donc c'est ces trois strates qui sont très importantes. Et je vous donne en termes budgétaires, qu'est-ce que ça veut dire? L'État fédéral, c'est seulement 1/3 des dépenses. Les cantons, c'est presque 50%. C'est 45%. Et puis les communes, c'est le reste, c'est-à-dire 25%. Donc, on voit très bien que ensemble, les communes et les États, en termes de dépenses publiques, sont bien supérieurs à l'État fédéral. Ça montre, c'est un bon exemple de cette répartition de compétences. Par exemple, les fonctionnaires. J'avais dit qu'on était un État light. Effectivement, le fonctionnaire. L'ensemble des fonctionnaires des trois domaines, c'est seulement 15% de la population active. Dans les pays scandinaves, par exemple, c'est 25%, pour vous donner un ordre de grandeur. Et puis, vous avez seulement 10% des fonctionnaires qui sont des fonctionnaires fédéraux. Le 90%, le 90%, pardon, en bon français, ce sont des fonctionnaires cantonaux ou communaux. Donc ça montre très bien l'importance relative de l'État fédéral. Oui. Vous pouvez leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire en Suisse? Parce que le mot fonctionnaire en Serbie, c'est un peu louche. Ah bon? Oui. Non, alors un fonctionnaire, c'est tout simplement quelqu'un qui travaille pour l'État, mais ça peut aussi, par exemple, les hôpitaux sont étatiques, c'est considéré aussi comme fonctionnaire. Donc ça veut dire des gens qui ont un statut d'employé public. Ici, les fonctionnaires étaient appelés tous les gens qui avaient une fonction politique plutôt. Ah d'accord. Oui. Socialistes, communistes, ils étaient tous fonctionnaires. Et les autres, toutes les entreprises étaient publiques. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Les entreprises étaient publiques. Oui, oui, bien sûr. Les travailleurs là-bas n'étaient pas fonctionnaires. Oui, oui. Ah, d'accord. Les seuls fonctionnaires étaient ceux qui avaient une fonction publique. Politique. Politique, oui. D'accord, oui, ça c'est très important. Alors effectivement, les fonctionnaires en Suisse ne sont pas généralement, il y en a très peu qui font partie d'un parti politique. Par exemple, dans mes collègues ambassadeurs, je dirais peut-être, parce que c'est quand même une carrière assez politique, je dirais il y aura 15%, 20% maximum de mes collègues ambassadeurs qui font partie d'un parti politique. Hein. Donc on a une véritable, comment dire, et même on le dit pas. C'est pas des choses qu'on moi je suis apolitique, j'ai des affinités politiques bien sûr, mais je fais partie d'aucun parti politique et c'est le cas des 3/4 de mes collègues. Donc en tant que fonctionnaire, le fait d'être d'un parti, ça peut être à double tranchant. Ça peut vous aider dans des promotions, mais ça peut aussi vous retarder. Ça peut-être, je vais expliquer ça. Bien, alors,
Donc le système, le fédéralisme est vraiment au cœur du système suisse. Il vise à maintenir les composantes hétérogènes. Donc vous avez des groupes linguistiques, comme j'ai dit, avec 4 langues, des groupes religieux, des groupes ethniques et culturels différents, qui sont, et ça c'est important en Suisse, les clivages ne sont pas seulement les langues, mais vous avez des clivages religieux. Donc vous avez des cantons francophones protestants, des cantons alémaniques catholiques, et vice-versa. Donc, il n'y a pas de clivage, et la Suisse serait tout à fait différente, le fédéralisme suisse, s'il était découpé en fonction des langues. Ça, c'est très important, comme par exemple en Belgique, où le fédéralisme se reflète en fait les langues. Entre le wallon et le français. Donc nous, on a en plus des clivages religieux et urbains, les cantons urbains et les cantons villes, qui ont naturellement pas forcément les mêmes intérêts. Et ça, c'est très important pour la cohésion nationale. Plusieurs pays ont choisi le système fédéral, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Inde, le Pakistan. Et donc, généralement, c'est des États très peuplés et dont le territoire est très vaste. Il n'y a que quelques exceptions d'États fédéraux. C'est la Suisse, bien sûr, la Belgique également et l'Autriche. Le fédéralisme semble être le système le plus efficace pour gérer ce type d'État, souvent composé par de nombreuses ou de différentes communautés, comme en Suisse, les différentes communautés linguistiques, les différentes communautés religieuses. Au-delà de répondre à la diversité de la nation, quels sont les autres avantages du fédéralisme à la lumière de l'expérience suisse ? D'abord, ce qui est important, c'est une proximité du citoyen. Le citoyen, quand il a un problème, il ne doit pas aller jusqu'à la capitale. Si vous êtes français, vous devez aller à Paris. Si vous êtes suisse, vous allez dans le chef-lieu de votre canton. Donc, il y a une proximité pour régler les problèmes pour le citoyen. Ensuite, le fédéralisme, parce que bien évidemment, on a beaucoup de structures avec 2300 communes, 26 cantons, un État fédéral. Ça vulgarise le pouvoir, car le personnel politique au niveau cantonal et communal doit s'impliquer. Donc, pendant que nos ministres au niveau fédéral, ils sont que 7, s'escriment à la tâche. Vous avez des gens qui font leurs armes dans les 26 cantons et les 2300 communes. Donc ça vulgarise le pouvoir et ça prépare à la suite, quoi, au niveau fédéral. Bien sûr, le fédéralisme a aussi quelques inconvénients. C'est compliqué. Parce qu'il faut toujours se dire, mais qui est compétent entre l'État fédéral, les cantons, les communes? Vous pouvez vous imaginer que c'est compliqué de savoir maintenant, dans tel cas d'espèce, qui est compétent pour régler tel problème. C'est pas toujours facile. Il y a des risques d'incohérence avec le fédéralisme. On a vu, par exemple, par le passé, que l'État en politique économique, l'État fédéral menait une politique déflationniste et puis les cantons, ils n'avaient pas de problème à créer les déficits budgétaires publics. Et donc là, vous avez des incohérences qui peuvent arriver, où par exemple, l'État fédéral avait donné l'octroi, le permis de construire pour construire une centrale nucléaire, et vous avez le canton qui met en place de nouvelles lois qui empêchent en fait la construction de cette centrale nucléaire. Donc vous pouvez avoir des incohérences. Construite, finalement, non, elle n'a pas été construite, celle-là. Et puis ensuite, vous avez une surreprésentation le fédéralisme, c'est une surreprésentation des minorités. Par exemple, au niveau du Sénat, le représentant du canton de Zurich représente 700 000 personnes.
alors que le représentant du canton de Glaris représente que 20 000 personnes. Donc là, on peut des fois aussi on a deux systèmes, mais au niveau du Sénat, on a aussi la Chambre du peuple, mais au niveau du Sénat, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être contestable, mais personnellement, je pense que cette surreprésentation des minorités, c'est une clé de la cohésion nationale qui existe en Suisse. Le fédéralisme produit aussi des inégalités, ça c'est très important. Les différences entre les lois cantonales, et ça notamment au niveau des impôts, des taxes et des impôts que les gens doivent payer. Vous avez en Suisse des cantons chers et des cantons bon marché en termes d'impôts. Ça peut aller du simple au double, c'est assez impressionnant. Et pourquoi? Parce que chaque canton décide des impôts, du taux d'imposition au niveau cantonal. Parce que c'est un sujet qui est décidé par le peuple. En fait, si vous êtes le gouvernement et vous voulez augmenter vos impôts, attention, il faut soumettre ça à référendum, on va y venir, et c'est le peuple qui décide quel est le taux d'impôt qui va être appliqué. Donc, dans les cantons où le taux est plus bas, il y a le plus de richesse. Ah, ça c'est sûr, oui. Donc ça c'est bien clair. Oui, c'est sûr. Bon, à part peut-être Genève, de par l'aura de Genève et des institutions internationales, mais il est clair qu'il y a des cantons typiquement comme Zug qui abritent un nombre de fortunes étrangères très nettement au-dessus de la moyenne. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de la démocratie directe. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Donc après le fédéralisme, la démocratie directe est le deuxième pilier du système politique suisse, puisque en plus d'élire les représentants au niveau du Parlement fédéral, au niveau du Parlement cantonal, voire des parlements des grandes villes, les Suisses vont aux urnes en général 3 à 4 fois par année pour se prononcer sur des objets divers. Alors je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on a eu une votation sur l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen. On a eu une votation sur la limite de la vitesse sur les autoroutes. On devait choisir entre 120 ou 140. On a eu une votation sur l'introduction de la libre circulation des ressortissants de l'Union européenne, quand on a eu un accord avec l'Union européenne. Et d'abord, c'était en 2002. Ensuite, il y a eu 10 nouveaux États membres, les pays d'Europe centrale et orientale. Les nouveaux États membres, on a de nouveau une votation, et puis on a eu aussi une troisième votation sur le sujet lorsque la Roumanie et la Bulgarie adhéraient à l'Union européenne pour également leur permettre la libre circulation en Suisse. On a aussi voté sur ce qu'on appelle le milliard de cohésion, le milliard pour la solidarité avec les nouveaux États membres de l'Union européenne. Donc 1 milliard, ça représente 900 millions d'euros au titre de la solidarité de la Suisse en faveur des nouveaux États membres de l'Union européenne. Mais on a aussi voté sur la légalisation de la marijuana, par exemple. Bon, ça a été refusé. Oui, ça a été refusé. Même si nous avons une politique très, très libérale en matière de drogue. Oui, je reviendrai là-dessus peut-être. On a voté sur le durcissement de l'assurance invalidité pour éviter les abus, sur un allègement de la fiscalité des entreprises pour rester compétitif, puisque vous avez notamment vu, par exemple, que Donald Trump a décidé de réduire massivement la fiscalité des entreprises. Donc il faut réagir.
Bon, on n'a pas réagi là, en l'occurrence, on a anticipé, mais c'est important d'avoir en tête ce type d'enjeu. Une augmentation de la TVA pour assainir l'assurance vieillesse, par exemple, mais on a voté sur une augmentation de la TVA de 0,3%. Enfin, tout se fait par très petites étapes. Voilà. Donc voici quelques exemples. Donc comme vous voyez, les consultations populaires, elles peuvent porter sur d'innombrables sujets, les investissements, la politique environnementale, la politique de l'immigration, et non, c'est pas le mien qui sonne. Et donc c'est important de bien comprendre que toutes les grandes décisions sont finalement prises par le peuple. Là, est-ce que j'ai rien oublié? Parce que je vois que le temps avance et j'aimerais pas trop empiéter sur les questions. Oui, bon, on n'est pas très fiers de ça. Au plan fédéral, les femmes n'ont acquis le droit de vote et d'éligibilité qu'en 1971. Personnellement, j'explique cela d'abord parce qu'on est un pays très conservateur, ça c'est vrai, j'y reviendrai, mais aussi parce qu'on n'a pas eu la guerre. Dans tous les pays, généralement, le droit de vote a été donné aux femmes juste après la guerre parce que les femmes ont pris le job dans l'économie des hommes qui étaient sur le front. Et à la sortie de la guerre, naturellement, il y avait une légitimité. La Suisse n'a pas eu ce type de problème, puisqu'on a eu la chance de rester en dehors de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre. Et donc, à mon avis, ça explique pourquoi c'est qu'en 71 que le droit de vote aux femmes a été donné. Il y a aussi ce qu'on appelle la Landsgemeinde, c'est-à-dire au début, au XIVe siècle, dans les villes comme Berne, Zurich, Soleure et Lucerne, on votait à main levée. Donc ça remonte au XIVe siècle, donc c'est au XVe siècle, pardon. Aujourd'hui encore, il y a 2 cantons, Glaris et Appenzell, où on vote 2 fois par année. Tout le monde se rassemble sur la place du village, enfin de la ville, et puis vote à main levée. Bon, ça on l'a dit. Qu'est-ce que c'est? La Suisse a de nombreux droits de partis peuvent influer sur la politique. Oui. Oui, peut-être encore 2 mots sur l'initiative populaire et le référendum. Donc les instruments de démocratie directe, il y a d'abord un instrument de refus. Le peuple s'oppose à une loi que le gouvernement a proposée et que le Parlement a approuvée. Si vous êtes contre une loi, vous rassemblez seulement 50 000 signatures, c'est seulement 1% du corps électoral. C'est très peu. Et donc, si vous obtenez ces 50 000 signatures, vous pouvez vous demander un référendum. Donc, il y aura un référendum, un vote, un référendum qui sera organisé sur le sujet. C'est pour ça qu'on va 3 à 4 fois par année voter. Et ensuite, ça c'est un instrument d'opposition. C'est plutôt négatif. On s'oppose à quelque chose. Maintenant, il y a un autre instrument qui est un instrument positif, c'est-à-dire vous avez une bonne idée, vous dites mais j'aimerais introduire, je sais pas moi, des bourses d'étudiants pour tout le monde. Enfin, je sais pas. Enfin, peu importe. J'ai bêtement pas réfléchi à un sujet, mais vous avez une bonne idée. Vous rassemblez 100 000 signatures, c'est 2% du corps électoral. Finalement, c'est faisable, c'est pas trop compliqué. Et ensuite, il y a une initiative, donc c'est la même chose qu'un référendum, c'est soumis à une votation populaire. Oui. Excuse. Le vote à main levée. Oui. Les villes où ça s'organise, il y en a. sont de combien d'habitants? Je dirais, c'est donc au niveau cantonal. Glaris, ça doit être 30 000 habitants. Mais bon, il y a déjà un bon quart d'étrangers.
alors ils viennent pas tous, quoi, très clairement. Bon, et puis non, mais c'est moins parce que ça, c'est un demi-canton. Rhodes intérieur, ça doit être un demi-canton. Donc, moi, je dirais plutôt entre 10 et 15 000. Alors, je pense qu'il doit y avoir, mais c'est une bonne question, il faut que je me renseigne de ça. Et je pense que oui, non, mais c'est faisable, 10 000 personnes. Et ceux qui se rassemblent, ils décident. Ceux qui se rassemblent, se décident. Oui, c'est comme quand on vote. Si vous votez, voilà, il y a 3 moyens. Alors maintenant, il y en a 4 dans ces 2 cantons. Mais si vous décidez de ne pas voter, d'ailleurs en Suisse, le taux est en dessous de 50%, donc il y a 50% d'abstention. Mais ça, j'y reviendrai peut-être après. Alors, quels sont les inconvénients de la démocratie directe? Bon, c'est que c'est très lent. Entre le moment où vous avez une proposition du gouvernement jusqu'au moment où le vote est en vigueur, il faut compter 2 ans. Donc c'est lent, c'est des procédures très très lentes. Si on le compare en Serbie, par exemple, j'ai suivi la réforme sur l'éducation. En quelques mois, ça a passé tout le processus du gouvernement, du Parlement. Je crois 6 mois, si mes souvenirs sont bons. Mais en France, c'est la même chose. Enfin, en Suisse, je veux dire, de passer toutes les étapes, c'est quelque chose d'assez long et c'est lié à la démocratie directe. Deuxième inconvénient de la démocratie directe, c'est que l'innovation est difficile. Le gouvernement, généralement, est plus progressiste que le Parlement et le Parlement est plus progressiste que le peuple. C'est toujours plus facile de convaincre 250 personnes, 246 parlementaires en l'occurrence, que de convaincre 5 millions d'électeurs. De même que c'est plus facile de convaincre 7 ministres que de convaincre 246 parlementaires. Donc c'est vrai que à part par exemple dans le domaine, comme je le disais avant, la consommation de drogue et l'euthanasie, la Suisse a des politiques que l'on peut classer de conservatrices en Europe. Dans tous les autres domaines, à part ces 2 domaines, l'euthanasie ou la consommation de drogue, on a des politiques conservatrices. Mais en même temps, ça procure aux Suisses une grande maturité politique et ils résistent toujours d'utiliser les scrutins populaires pour sanctionner le gouvernement. Si par exemple le gouvernement prend une mauvaise décision, il va pas se dire, le peuple suisse, la prochaine fois je vais montrer mon mécontentement en disant non sur quelque chose qui n'a rien à voir. Donc il y a une déconnexion entre le moment, disons, le contexte politique n'influence pas le choix des électeurs le jour où ils doivent mettre le bulletin dans l'urne. Ça, c'est ça qui est important. Bien, j'en viens au 3e sujet. La concordance. Je ne sais pas si je l'ai. Ah non, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai un disque, ça, on vient de voir. Bon, on va écouter. Alors, désolé. Bon, c'est pas grave. Je croyais que je l'avais. C'est ça? Comment ça se fait? Non, ça se fait. Bon, désolé, écoutez, je suis infiniment désolé parce que je n'ai même pas dans ma vision anglaise. Ah oui, voilà, je l'ai en anglais. Hein. Oui, ça va. Ça ira. Voilà. Bien. Le 3e instrument qui est important de bien comprendre, c'est la démocratie de concordance. C'est donc la classe politique doit trouver des compromis pour la prise de décision. En
En Suisse, cette nécessité à produire du compromis trouve sa meilleure illustration dans la répartition des 7 sièges du gouvernement. Donc je vous avais dit qu'il y a 7 ministres et depuis 1959, le Parlement, qui lui nomme le gouvernement, applique ce que l'on appelle la formule magique, c'est-à-dire il y a 4 partis politiques, principaux partis politiques, qui représentent 80% de tous les parlementaires, même plus 85% de tous les parlementaires, et ces 4 partis politiques se répartissent les 7 sièges du gouvernement depuis 60 ans. Donc c'est une grande coalition depuis 60 ans où vous avez 2 sièges aux conservateurs de droite, 2 sièges aux conservateurs centre-droit, 1 siège au centre-gauche et 2 sièges au Parti socialiste. Et ces 4 partis représentent plus de 80% des parlementaires qui siègent et à la Chambre du peuple et à la Chambre du Sénat. En fait, cette formule magique est un contre-feu à la menace constante des instruments de démocratie directe. Parce que si on n'avait que les socialistes au pouvoir, ils pourraient rien faire parce que l'opposition lancerait des référendums tous les jours ou tous les 15 jours ou tous les mois. Donc on ne pourrait pas, à cause de la démocratie directe, vous êtes obligé de vous mettre d'accord pour éviter qu'un des grands partis lance un référendum contre une loi qui a été adoptée. Donc c'est pour ça, finalement, ça s'explique à cause de la démocratie directe que les principaux partis doivent se mettre d'accord avant de proposer une loi au Parlement qui ensuite sera approuvée. Spécificité suisse, le gouvernement n'est pas conduit par un Premier ministre. Aucun des 7 ministres n'a un pouvoir d'arbitrage. Donc on a un président, oui, mais il n'a pas plus de pouvoir que les autres, c'est que des pouvoirs protocolaires pour dire à l'étranger, pour pouvoir dire à l'étranger, nous avons un président, parce que c'est pas acceptable d'avoir 7 ministres et dire, ah mais on n'a pas de président, on n'a pas de premier ministre, vous devez parler aux 7. Donc c'est surtout pour des raisons protocolaires en relation avec l'étranger de notre politique étrangère que nous devons avoir un président, mais il n'a aucun pouvoir en plus. C'est une rotation. Chaque année, on change. D'ailleurs, il faut toujours bien réfléchir qui est président. Il y a d'ailleurs une journaliste suisse, une journaliste serbe qui a fait une très bonne émission. Son nom va me revenir, mais enfin assez populaire en Serbie, et elle a enquêté en ville de Berne et de Zurich, et 1 personne sur 2 ne savait pas qui était le président suisse, tout simplement. Ça, on change chaque année. Bon, de tout ça, bon, bien. Donc, chaque ministre est en fait un 7e de président ou un 7e de premier ministre, puisque toutes les décisions gouvernementales se prennent à la majorité simple. C'est-à-dire d'abord à l'unanimité, si possible. On essaye d'avoir les 7 ministres qui sont d'accord entre eux. Mais si ça n'arrive pas, alors on est obligé de voter, et là c'est la règle de la majorité simple, donc vous devez avoir 4 ministres pour que la décision soit prise. Donc ça c'est absolument important de bien comprendre. La formule magique n'a pas que des avantages. On lui reproche notamment de court-circuiter l'opposition des petits partis, parce que si vous êtes dans un des petits partis qui sont pas représentés par la grande coalition, ma foi, vous avez aucune chance d'un jour d'aller dans le gouvernement, d'être nommé au gouvernement. Et puis cette formule magique
ça peut être aussi une explication du fait que le taux de participation des votes est maintenant passé en dessous de 50%. Bon, c'est aussi un phénomène assez européen. Il y a aussi alors c'est difficile d'en connaître les raisons, mais je pense qu'effectivement les faits que tout est décidé entre les partis au plus tard au niveau du Parlement, d'abord au sein du gouvernement, plus après au sein du Parlement, ça annihilie, disons, les petites forces d'opposition. Voilà, c'était le troisième point. Est-ce que j'ai dit... Ah oui, c'est que pour la traduction, naturellement, c'est pas facile. Il faut que je mette mon micro. Donc ça, je vous l'ai dit. Donc ils décident tout ensemble. Ils sont élus pour 4 ans, mais s'ils ne démissionnent pas, ils sont toujours réélus. Donc il y a une seule fois dans l'histoire récente où un ministre n'a pas été élu, c'était Christoph Blocher. Le politicien suisse, probablement le seul politicien suisse connu à l'étranger, lui n'a pas été réélu. Mais généralement, ils sont réélus. Pour quelle raison? Parce que il n'a pas été réélu parce que justement, pour que ça fonctionne en Suisse, cette pratique de la concordance des décisions gouvernementales, il faut que il y a la confidentialité soit respectée. Le public ne doit pas savoir, quand il vote les 7 ministres, 4 contre 3, on ne doit pas savoir, il y a une règle, c'est la confidentialité. Si cette règle n'est pas appliquée, alors ça crée des débats dans la presse, dans l'opinion publique, et ça crée des débats. Or, l'idée d'une coalition, c'est de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Et Christoph Blocher a eu le mauvais goût de dire à la presse que lui était contre cette décision et que, ma foi, il devait se soumettre. Et ça, naturellement, le Parlement n'a pas du tout apprécié parce qu'il a transgressé cette règle de la concordance. Voilà. Oui, alors ça, je vous ai dit, c'est donc les 4 grands partis. Each member of the Federal Council heads one of the 7. Oui, alors bon, ça c'est pas très... It's a collegial body. Oui, ça je vous ai dit. Ah oui, bon, vous voyez, ça c'est bien sûr en 84, the first year in which a woman held a seat in the Federal Council. Mais en 2010, on s'est rattrapé. En 2010, on avait une majorité de femmes. On a eu 4 femmes sur 7. Donc, malheureusement, pas très longtemps, 6 mois, je crois. Mais ça sauve l'honneur. Voilà. Alors, j'aimerais, avant d'ouvrir le débat, peut-être conclure par dire peut-être 2 choses et revenir peut-être à la question économique qu'on a abordée brièvement au début. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, disons avant la Première Guerre mondiale, disons, il y avait absolument rien ne prédestinait la Suisse à devenir un des pays les plus prospères en Europe. On était un pays pauvre, comme pratiquement dans la moyenne du reste de l'Europe. Et en fait, l'histoire économique nous enseigne que cette prospérité économique, puisque d'après les statistiques du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, on doit être dans le top 5 ou 6, je sais plus, enfin ça change chaque année, mondial. Donc l'histoire économique nous explique qu'il y a 3 facteurs clés qui expliquent cette prospérité de la Suisse. Il y a d'abord le facteur humain, c'est-à-dire qu'on a eu un haut niveau, on a toujours mis beaucoup d'importance dans la formation technique de la main-d'œuvre, qui est encadrée par un tissu d'ingénieurs, et ça remonte à
à la révolution industrielle, où on a assez rapidement eu de bons ingénieurs qui ont pu transmettre leur savoir et encadrer une main-d'œuvre qualifiée. Le deuxième facteur, c'est un facteur de chance. Oui, la Suisse a été épargnée par les deux conflits mondiaux, la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Donc chaque fois en 1918 et en 1948, non seulement elle ne devait pas reconstruire le pays, mais elle avait son appareil de production intact. Ses usines, ses entreprises. Donc nécessairement, ce facteur, il y a eu un facteur de chance aussi très clair. Je sais pas, bien sûr, l'armée suisse était massée à la frontière, mais il est bien clair que si Hitler avait décidé d'envahir la Suisse au lieu d'ouvrir le front de l'Est, certainement qu'on n'aurait pas résisté très longtemps, soyons clairs. Le troisième facteur, c'était le propos de la discussion d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une grande stabilité économique. Le fait de la conduite d'une politique économique placée sous le signe de la stabilité. Or, il est évident qu'on peut avoir une politique économique stable seulement si on a des institutions politiques très stables. Et ce que j'ai tenté d'expliquer avec la démocratie directe, le fédéralisme et la pratique de concordance, les choses avancent lentement en Suisse, mais sûrement, si je peux dire. Donc, ces trois fédéralisme, démocratie directe et concordance, tous les trois concourent à cette stabilité politique et donc influent positivement sur la prospérité du pays. On n'a pas eu d'expérience, je ne sais pas si je compare à la France, l'arrivée de Mitterrand qui a nationalisé les banques, une grande partie des entreprises qui ont ensuite été dénationalisées ou privatisées. Il n'y a pas eu d'expérience socialiste ou disons, il y a une cohérence dans la conduite de la politique économique depuis maintenant un peu, disons, un siècle et demi. J'aimerais juste terminer par un point. Je pense que vous êtes tous plus que moi de ma génération sur les réseaux sociaux. Donc vous maîtrisez ces réseaux sociaux beaucoup mieux que moi et les gens de ma génération. Mais il y a avec les régimes, les réseaux sociaux, il y a cette tendance lourde au sein de la société. Que ce soit en Europe, partout en Europe ou ailleurs dans le monde, où la société civile veut s'exprimer de plus en plus, veut dire exprimer ses opinions, être mieux entendu par les politiciens. Et cette information instantanée est aussi une possibilité qui est donnée aux gouvernants, aux politiciens, de sonder les citoyens en temps réel. Et à mon avis, ça va être cet instrument qui est un instrument politique émergent. Ça sera un défi majeur pour la démocratie représentative. Donc la démocratie où vous nommez simplement tous les 4 ans. Bon, en Serbie, c'est maintenant plus régulièrement. Mais en principe, c'est tous les 4 ou 5 ans où vous vous rendez aux urnes. Pour voter une fois pour vos représentants politiques. Donc, à mon avis, ces régimes sociaux et le fait que les gens vont plus en plus envie d'exprimer leurs opinions, ça va être un défi majeur pour la démocratie représentative, où la démocratie représentative, donc au travers du Parlement, devra ouvrir la porte à des instruments de démocratie participative, ou de permettre aux gens de participer aux décisions de façon démocratique. Et
Je pense qu'effectivement, la démocratie directe et les institutions suisses peuvent être une source d'inspiration dans ce cadre-là. Voilà, je crois que j'ai terminé. Et, ouais, ouais. Merci. On va attendre que ça s'allume. Voilà, ça s'est allumé. Je vais remercier Monsieur Philippe Gueux pour... oui, voilà. Je voulais dire ça. Si vous voulez discuter, vous devez prendre ce micro pour que la traductrice, notre étudiante de notre master interprétariat, Jelena Nikolic, ex-étudiante, elle a terminé ce master. Donc, quand vous terminez vos études ici philologiques, vous pouvez continuer avec le master. Un jour, peut-être, remplacer Jelena dans la cabine. Voilà. Et maintenant, je vais vous donner le micro. Ah oui, pour la traduction. Non, c'est pour la traduction. Pour la traduction. Ah oui, pour la traduction. Excusez-moi, madame. Voilà. Alors, je vous remercie pour cette présentation, en fait, au nom de toute la chaire. Donc, nous avons beaucoup aimé, et donc surtout les étudiants. Mais je pense qu'une question qui pourrait être intéressante, justement, pour les étudiants, si vous pourriez dire quelques mots sur la politique des langues dans le système éducatif, parce que notamment ici, on a des étudiants qui sont bilingues, trilingues, et peut-être quelque chose sur les bourses pour les étudiants. Alors, est-ce que l'ambassade suisse, bah oui, pourquoi pas, parce que ouais, ben je ne sais pas en fait. Ben si jamais en fait, à quelle personne il faudrait s'adresser? Est-ce que il y a beaucoup d'étrangers en fait, les étudiants, notamment les étudiants étrangers qui viennent, qui arrivent en Suisse? Enfin, juste, je pense que ce sont des questions qui pourraient être justement intéressantes pour parce que les étudiants ils parlent déjà en fait français, italien, espagnol, anglais, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ah, bah non, voilà. Merci pour la traductrice. Voilà. Mais comme j'ai cours, je suis obligée de... Ah d'accord. Merci à vous. Merci pour ces deux questions. Peut-être brièvement, la première, la plus simple pour les bourses. Alors, on a eu pendant de nombreuses années des bourses pour les masters, mais malheureusement, ça a été supprimé. Nous avons des bourses pour le PhD, donc de postgrad. On en a, je crois, 4 à 5 pour la Serbie, 4 à 5 par année. J'ai plus exactement le chiffre en tête. C'est basé sur le mérite. Donc, si vous avez 10 candidatures de futurs prix Nobel venant de Serbie, on va vous donner les 10. Donc, il n'y a pas de répartition géographique. C'est vraiment sur la base de la qualité des candidatures qui nous sont proposées. Donc effectivement, on n'est pas très généreux dans ce domaine-là, mais il y a cette possibilité qui existe effectivement. D'une manière générale, les étudiants étrangers sont effectivement tout à fait bienvenus en Suisse. Il y a j'ai pas les chiffres en tête, mais je suis persuadé que c'est plus de 30% d'étudiants étrangers qui sont en Suisse, puisqu'il y a déjà 25% de population étrangère. Donc, ils ont aussi des enfants qui vont à l'université. Il n'y a pas que les Suisses qui vont à l'université, bien heureusement. Donc, je dirais, donc on est très ouvert et je crois pas qu'il y a pour ça, il y a beaucoup il y a des universités qui, comme Genève, qui ont certainement plus de 50% d'étudiants étrangers. Ça c'est absolument sûr. Il y en a d'autres comme Berne qui sont peut-être moins ouvertes en termes de statistiques, mais il n'y a pas d'obstacle à ça. Pardon? Oui. L'Uni à Lausanne aussi est assez, oui, il y a aussi assez cosmopolite, oui.
oui, oui. Et les informations concernant les bourses, on peut les trouver sur le site de l'ambassade. Oui, ou alors, si c'est pas sur le site, vous appelez l'ambassade. Il y a Madame Lafata, Myriana Lafata, qui est en charge de ce dossier-là. Vous avez marqué Myriana Lafata? Oui. Donc, mais ça doit être sur le site, c'est juste, il faudrait, je vais contrôler ça, que c'est sur le site, mais si c'est pas sur le site de l'ambassade, c'est sur le site du ministère enfin, le département fédéral de l'intérieur qui, comme son nom l'indique, enfin, c'est un petit peu, c'est misleading, qui couvre notamment l'éducation aussi. Il n'y a pas la police, hein. On a le ministère de l'Intérieur, mais dans tous les pays du monde, le ministère de l'Intérieur, c'est la police, mais sauf en Suisse. Vous voyez, on fait des choses pas comme les autres. C'est l'éducation, la formation, les affaires sociales. Sur la politique des langues, alors effectivement, c'est là que ça va servir. Donc il faut bien, c'est un mythe de croire que la Suisse est un pays bilingue. C'est en fait, vous avez une partie, les gens ne parlent pas les trois langues. Alors effectivement, je dirais qu'il y a 15% des Suisses qui sont parfaitement bilingues, qui parlent en tout cas 2 langues, voire 3 langues nationales, mais c'est une minorité. C'est faux de croire que les Suisses parlent et le français et l'allemand, ou l'allemand et l'italien. C'est 15-20% des Suisses. Je suis victime de ce mythe. Voilà. Alors, non, de plus en plus, encore, disons, ma génération, ils parlaient encore les 2 langues. Maintenant, votre génération, vous étudiants, c'est un peu à déplorer, mais quand un Suisse allemand rencontre un Suisse roman, donc un Suisse francophone, il parle plutôt l'anglais qu'une des 2 langues. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment des espaces linguistiques très distincts, avec l'italien ici, le français cette partie, le suisse allemand, enfin l'allemand, mais c'est un dialecte, hein. Les Suisses allemands, quand ils commencent l'école à 6 ans, ils doivent apprendre l'allemand, c'est une langue étrangère pour eux. Et puis là, le rhéto-romanche. Alors, c'est vrai que depuis maintenant une vingtaine d'années, on développe beaucoup, mais c'est au niveau cantonal, c'est pas fédéral, parce que tout ce qui touche aux langues, c'est compliqué. Donc, on veut que ça reste une question, une prérogative des cantons. Il y a de plus en plus dans les cantons frontaliers, ici, la frontière des langues, surtout entre le français et l'allemand, des maturités. Alors, comment on dit ça en franc? Je sais pas ce que c'est vraiment. C'est-à-dire quand on termine l'école avant d'aller à l'université. Le bac, oui, pardon, merci. Oui. En Suisse, on dit la maturité. Alors ah voilà, oui. Donc, au bac, vous avez de plus en plus maintenant des bacs bilingues, français-allemand, dans de plus en plus de gymnases. Et puis, il y a les universités maintenant aussi, qui proposent, l'université de Fribourg en tout cas, qui propose des licences dans les 2 langues, mais autrement, c'est un peu triste à dire, mais ce bilinguisme est relativement peu exploité. En Suisse, il y a de plus en plus maintenant, vous avez dans les universités des licences ou on dit pas licence, moi je suis pas de la génération de master ou graduate school, le bachelor, voilà, oui. J'ai bachelor, désolé quoi, parce que voilà, bachelor master, c'est plutôt des bachelor master français-anglais ou allemand-anglais, de plus en plus. Donc il n'y a pas une véritable politique nationale pour promouvoir le bilinguisme en Suisse. Soyons clairs là-dessus. Et de plus en plus, il faut se battre pour que la première langue étrangère enseignée dans les écoles
ne soit pas que ça soit une des langues officielles de la Suisse. Donc pour les alémaniques, le français, pour les francophones, l'allemand, parce qu'il y a une forte poussée, notamment dans les cantons alémaniques, de faire de l'anglais la première langue enseignée à l'école. Merci. D'autres questions? Merci. Je souhaiterais savoir si la Suisse refuse de rentrer dans l'Union européenne parce que beaucoup de lois européennes prévalent sur les lois nationales. Bon, là, c'est pas totalement faux. Oui, effectivement, il y a pour répondre un peu simplement à votre question, non, c'est plus compliqué que ça. La raison pour laquelle la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, il y a 3 raisons principales. Il y a une raison historique, il y a une raison politique, et ça rejoint votre question, et puis il y a une raison économique. Alors la raison politique, au-delà de la raison historique et économique, c'est effectivement la crainte que une adhésion de l'Union européenne va affaiblir la démocratie directe, les instruments de démocratie directe. Parce qu'il est bien clair que la tentation sera très difficile de résister pour le gouvernement, d'aller à Bruxelles, parce que vous savez très bien comment les décisions se font. C'est une proposition de la Commission européenne qui est discutée par les États membres. Et puis, il y a une décision qui est prise par les États membres à la majorité qualifiée. Donc, ça sera très difficile de revenir à notre ministre, je ne sais pas, le ministre de l'économie, qui dit « Ah, mais on est désolé, on n'a rien pu faire, c'est une décision qui a été prise à la majorité qualifiée, j'étais contre, mais qu'est-ce que vous voulez, ma foi, c'est comme ça. » Parce qu'une fois qu'une décision, une décision au niveau de l'Union européenne est prise, il y a 2 instruments juridiques. Il y a le règlement. Or, si c'est un règlement, ça s'applique directement à tous les États membres. Vous pouvez rien faire là contre. Donc, vous pouvez pas dire « Ah, référendum, on est contre », comme je vous ai expliqué. C'est tout simplement pas possible. Par contre, si c'est une directive de l'Union européenne, elles doivent être transposées dans le droit national. Donc là, vous avez une petite marge de manœuvre. Il y a une petite marge de manœuvre où on peut se dire que les instruments de démocratie directe pourraient fonctionner. Mais pour répondre simplement, effectivement, vous avez raison. Une des raisons pour lesquelles la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, c'est la crainte de voir les instruments de démocratie directe être affaiblis par une autre adhésion. Merci. Il y a d'autres. Oui, alors bon, historique, économique, historique, parce que tout d'abord la Suisse est neutre. Alors ça a joué un rôle très important durant toute la guerre froide. L'Union européenne était considérée comme étant le bras économique de l'OTAN, qui était bien sûr l'ennemi de l'Union soviétique. Donc dans la confrontation Est-Ouest, la Suisse était bien sûr pas dans l'OTAN, donc elle pouvait difficilement adhérer c'était les communautés européennes à l'époque, à l'Union européenne de l'époque, puisque c'était considéré par le camp Est comme étant le bras économique de l'OTAN, ce qui est pas totalement faux d'ailleurs. Avec l'adhésion, avec l'effondrement du mur, on aurait pu imaginer que la Suisse puisse adhérer assez rapidement, suivre l'exemple de l'Autriche par exemple. Mais nous avons eu en 92 une votation négative pour un accord très large avec l'Union européenne qui s'appelait l'espace économique européen.
auquel tous les autres pays, Suède, Autriche, Finlande, ont accepté, sauf la Norvège, c'est encore un cas à part. Oui, la Norvège a accepté, bien sûr, sorry. Donc la Suisse est bien une fois de plus la seule qui n'a pas accepté. Et ça, disons, d'un point de vue historique, ça a été un feu rouge, ou disons, oui, une sorte d'obstacle infranchissable pour de nombreuses années à toute idée d'adhésion à l'Union européenne. Donc l'adhésion n'est pas à l'agenda politique de la Suisse. Même les socialistes, le Parti socialiste, qui a toujours été pro-adhésion, n'en parle pratiquement plus. La raison économique, nous serions un contributeur net très important, bien évidemment, ce qui représenterait, on avait fait des calculs à l'époque, en tout cas 1 à 2% du produit intérieur brut, ce qui est énorme. Et puis, il faudrait aussi se faire à l'idée d'abandonner l'euro, d'abandonner le franc suisse, pardon. Or, les taux d'intérêt du franc suisse ont toujours été, même à l'époque du Deutschmark, plus bas que les taux d'intérêt du Deutschmark et de l'euro ensuite. Donc, il n'y a pas de raison de se dire, bon, on va switcher, abandonner notre monnaie, parce que c'est quand même ça l'idée qui sous-tend à la création, à l'Union européenne, c'est d'avoir une monnaie unique. Et pourquoi vous auriez un intérêt de passer à une monnaie qui a toujours eu des taux d'intérêt plus élevés que les vôtres? Donc pour l'économie, c'est pas idéal. Donc voilà, grosso modo, les raisons. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est les principales points. D'autres questions? Pourquoi le portugais? Parce que les langues étrangères les plus... Oui. Les langues étrangères les plus parlées en Suisse sont l'anglais, on peut comprendre pourquoi, et le portugais. Oui, non, on n'a jamais été une colonie portugaise, contrairement à nombreux pays. C'est vrai, c'est pourquoi je demande. Mais c'est l'immigration portugaise. Il y a eu des vagues italiennes. D'ailleurs, je suis étonné. Moi, j'aurais pensé que c'était l'italien, mais effectivement, ou l'Espagne. Mais c'est vrai que j'ai aussi appris qu'en France, la première communauté étrangère en France, était la communauté portugaise. Personne ne parle des Portugais. C'est des gens qui s'intègrent très bien, très facilement. Ils ne font pas parler d'eux. C'est vrai que j'étais aussi étonné par ce graphique, mais ils doivent se tenir au coude à coude aussi avec l'italien et l'espagnol. Ceci dit, j'ai peut-être oublié d'avoir une petite partie, je ne sais pas si ça m'a été demandé, sur les relations entre la Suisse et la Serbie. Sachez qu'il y a 400 000 personnes en Suisse, donc plus de 5% de la population suisse dont la langue maternelle est le serbo-croate. Je dirais serbe, mais il y a 200 000 Serbes. Sur les 400 000, la moitié sont Serbes. Soit des 70 000, 70 000 Serbes qui ont un visa de travail, un permis de travail, et puis vous avez 120 000 doubles nationaux. Donc vous avez une diaspora serbe de 200 000. À cela s'ajoute 200 000 des Croates, des Bosniaques, Monténégrins et Macédoniens, beaucoup de Macédoniens. Donc il y a 5000 Serbes qui sont naturalisés, donc qui reçoivent le passeport suisse chaque année, et ça maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc c'est
Ils sont plus germanophones. Il y a plus de diaspora serbe dans la partie germanophone que la partie francophone, pour différentes raisons. La partie francophone, il y a beaucoup justement Espagne, Italie, Portugal, l'immigration, déjà pour une question de langue, c'était beaucoup plus facile pour eux de s'intégrer. Et puis la partie alémanique a, durant les années 50, 60, 70, même 80, a été économiquement plus prospère que la partie francophone. Et c'est faux de croire que l'immigration de l'ex-Yougoslavie et de la Serbie en particulier, c'est un phénomène récent. C'est pas vrai. Ça remonte pas aux années 70. Ma génération, on connaît tous des dentistes quand on était enfant, un dentiste et un docteur qui s'appelait Jankovic, Stevanovic, Jovanovic. On sait tous, je veux dire, il y a déjà cette immigration vers la Suisse ou cette émigration de la Serbie du personnel hautement qualifié, notamment dans le domaine médical. C'est une tradition qui remonte à 50 ans pratiquement. Et une dernière question. Non, pas de dernière question. Mais dans ce cas, Last call. La question, c'était plus le commentaire. un commentaire. On a commencé à avoir... D'abord, merci encore une fois. Et c'est pas la question, c'est juste quelque chose pour dire, pour vous demander. Est-ce que vous vous rappelez de nom de traducteur de Tishma? Ouh là là, le traducteur en français. Ouais. Non, mais ça je peux retrouver. J'ai le livre à la maison. C'est pour vous et pour nos étudiants. Oui. C'était Madeleine Stevanov. Ah, pardon, Qui n'était oui. pas la fille de dentiste de Ah, Suisse, mais c'était une Française mariée avec un professeur de droit D'accord. qui a travaillé à la faculté de lettres. Et je fais... Ah, oui. Donc, merci Ah, à d'accord. Madeleine Stevanov. Elle a travaillé ici. Donc, Ah, c'était ça, juste... un bel petit- hommage. Un voilà. bel hommage. Oui. Merci à la doyenne, merci monsieur l'ambassadeur, merci les spectateurs. J'espère que vous avez profité de cela et je vais vous informer. Nous allons avoir encore un programme au mois de mai. Monsieur Luc Vigier va venir de Poitiers. Il est mentor d'une thèse de doctorat d'un collègue qui a terminé ses études ici. Voilà, merci. Eh bien, toi aussi.